Une nouvelle année qui débute et une interview exceptionnelle avec Patrick Le Breton, le maire de la ville, ici dans la salle Marie-Gilette Duchemann, inaugurée il y a quelques mois seulement. Dans le public, des élus, mais aussi des citoyens qui s'intéressent à leur ville. Pour aller plus loin, plusieurs reportages compléteront notre échange. Patrick Le Breton, bonjour. Bonjour. En quelques mots, quel bilan faites-vous de 2021 ? C'est la première fois depuis le confinement, depuis la crise sanitaire, que nous avons une année de plein exercice. C'est la seule satisfaction véritable qu'on peut retirer. Et là où nous nous trouvons, c'est un peu le témoignage de ce plein exercice que nous avons réalisé, puisque nous avons inauguré, après pratiquement 2 ans de construction et aussi de retard mis dans la livraison, donc cette belle salle Marie-Gilette Duchemann qui est assise sur l'ancien Moulin Rouge. Le 28 août de cette année, tout le monde s'en souvient, la ville a été impactée par des intempéries dramatiques, un mort, des dizaines de sinistrés du côté de Vincent d'Eau. Quel regard est-ce que vous portez sur cet événement ? Que nous vivons dans une société où, avec le bouleversement climatique, eh bien, les choses sont de plus en plus difficiles. La situation peut à tout moment donc se fragiliser. De plus en plus, faire en sorte que l'on gère de manière durable justement nos ressources, mais que l'on mette aussi l'aménagement au centre de nos préoccupations. Parmi les aménagements, les endiguements. 2021 a été une année marquée par le début de gros chantiers. On a notamment l'endiguement de la rivière des Remparts. Je vous propose de regarder les grandes lignes du projet en vidéo. Cet endiguement est certainement le chantier le plus important en cours. Son ampleur, son coût, 22 millions d'euros. Et surtout, au-delà de l'aspect sécuritaire, il devrait modifier la physionomie du cœur de ville. Les travaux s'étendent de l'embouchure au quartier de Goyave. On disait un début de travaux cette année, en 2021, mais c'est pour vous l'aboutissement de plusieurs années de travail déjà. Oui, alors c'était après Dina, au début de l'année 2002, que l'on avait souhaité que ce dossier soit ouvert. Et puis il y a eu des années et donc de retard, d'atermoiement, etc. Et on est arrivé donc aujourd'hui à ce résultat. Et à l'inverse de ce qui a été dit, parce que j'aime bien prendre le sens de la rivière et de la coulée des eaux, donc il y aura une protection du village de Goyave qui se fera au lieu-dit et dépôt. Et puis il y a la nécessité donc de sécuriser les habitants de la ville et les habitants donc de Cayenne, Butor-les-Quais, mais aussi les commerces et les environs. Et ça, c'est un travail très important. On a envie véritablement d'aimer notre centre-ville, d'aimer Goyave et d'aimer notre rivière. Il faut que la ville et les habitants de Saint-Joseph se réconcilient avec notre rivière. Il y a des chantiers de grande envergure, on le voit. Il y a aussi des chantiers du quotidien, comme on peut les appeler, qui ont été réalisés cette année avec un objectif, celui d'améliorer le confort, mais aussi la sécurité des Saint-Josephois. Tour d'horizon de ce qui a été fait en images. 2021 aura aussi vu la poursuite des aménagements de voiries agricoles indispensables au développement des exploitations comme le chemin Gingembre qui dessert 10 agriculteurs sur une distance de 3 km. On est désormais à 52 km de chemin bétonné depuis 2002 pour un coût de 12 millions d'euros. Le programme ANK, Arrange-nous quartier, a lui été déployé dans tous les secteurs de la ville. Il permet notamment de réaliser des travaux d'enrobés, 16 km concernés pour un coût de 2 100 000 euros. Des travaux souvent réalisés par les agents de la collectivité formés à ces métiers très spécifiques, ce que vous appelez l'entreprise municipale. De quoi est-ce qu'il s'agit et quel bilan vous en faites à ce jour ? Il s'agit tout simplement d'un fait, c'est qu'il y a quelques années, on s'est retrouvé en rupture de subventions de l'État et des grosses collectivités. On s'est retrouvé avec un manque de dotation en termes de contrats aidés. Tout cela nous a amené à dire qu'on essayait de mettre en entreprise municipale un certain nombre de travaux à réaliser sur la commune, parce que nous n'aurions pas pu si nous devions faire, des commandes passées directement aux entreprises. Et ça a été le cas par l'acquisition d'un finisher de l'entreprise municipale d'Enrobé, celle qui fait l'opération Arrange notre quartier, ANK. Nous avons réalisé sur les 2 dernières années le chemin Gingembre sur Vincent d'Eau et puis bientôt 2 autres chemins importants, chemin à la Croisure à Grand Coude et puis le chemin qui monte entre Langevin et Parc à Moutons, sur une longueur linéaire de 4 km. Autre thématique importante, la jeunesse. Saint-Joseph, c'est aussi une population jeune. Des aménagements dédiés ont été réalisés avec une volonté de valoriser aussi les futurs actifs de demain, finalement. Un petit tour d'horizon de ce qui a été fait cette année en images. Le plateau de Street Workout a aujourd'hui pris son rythme de croisière et l'engouement est de plus en plus grand. Un champion du monde y est même venu cette année.
Les conseils municipaux des collégiens, lycéens et étudiants ont aussi été renouvelés pour porter la voix de notre jeunesse. Une population jeune, désireuse de s'engager dans la vie de la société, de participer au Saint-Joseph de demain, des futures décennies. C'est aussi important pour la ville de l'accompagner, cette jeunesse. De quelle manière et pourquoi vous le faites ? C'est très important parce que quand on va aux Antilles, on n'a pas cette chance d'avoir une population qui est encore jeune. Et nous avons des marqueurs qui sont différents au niveau de notre population. Et le fait d'avoir une jeunesse qui est encore active, vive, est tout à fait importante. Et il faut prendre en considération ce qu'elle est et ce qu'elle va devenir demain, parce que ce sont les adultes de demain. Les personnes âgées n'ont pas non plus été oubliées. L'année 2020 a été riche en événements pour cette catégorie de la population, avec la livraison d'un certain nombre de logements facilitant la vie de nos aînés. Reportage. 2021 a vu la livraison de 3 résidences pour personnes âgées, 26 logements à Saint-Ange-Pèdre, 28 à Jeanne d'Arc et 40 à la résidence du Parc, soit un total de 94 logements situés à proximité du centre-ville, près de toutes les commodités. Ces réalisations sont adaptées aux seniors, elles sont gardiennées et profitent d'un programme d'animation réalisé par les agents du CCAS. Monsieur le maire, le vieillissement de la population, une réalité importante dans laquelle vous êtes engagé depuis plusieurs années maintenant. C'est une thématique qu'il faut vraiment prendre à bras le corps aujourd'hui. Complètement, c'était le deuxième marqueur. C'est-à-dire que, vous savez, ce que j'ai déjà développé, j'estime aujourd'hui qu'il n'y a pas que 3 âges, le premier, le deuxième, le troisième, mais qu'entre 45 et 90, 100 ans, nous avons plusieurs jeunesses, plusieurs classes d'âge qui sont venues aujourd'hui s'interposer. Et c'est heureux que nous ayons des seniors, mais aussi des gens qui ont besoin d'être accompagnés et qui sont de moins en moins en autonomie. C'est le sens, par exemple, de la réalisation des résidences personnes âgées. Nous en avions une en 2001. La résidence des Iris, qui n'a pas d'ascenseur et qui a été réalisée par la SIDA. Nous en avons 11 aujourd'hui et nous aurons encore sur 2 programmations, donc 13 voire 14 d'ici 2 ans qui seront réalisées. Pour satisfaire l'ensemble de cette population, il faut pas mal d'outils. 2021 a vu la livraison ou l'avancée de travaux de nombreux équipements de proximité pour l'ensemble des publics de la ville. On peut notamment évoquer du côté de Vincent d'Eau le terrain de pétanque déjà livré ou encore la maison de veillée qui le sera très prochainement. Il y a aussi le bassin d'apprentissage dans le secteur de Jean Petit, ouverture pour 2022, et la salle Marie-Gilette Duchemann à la Croisée où on se situe aujourd'hui. En petite présentation de ces équipements en images. Le terrain de pétanque de Vincent d'Eau accueille notamment le club tout proche. Il dispose d'un éclairage et répond aux normes. À Vincent d'Eau, la nouvelle maison de veillée disposera de 2 salles et permettra à la population endeuillée de l'est de la ville, notamment le logeant dans les immeubles, de réaliser la veillée selon les traditions. Elle vient en complément de la maison de veillée du Butor qui, elle, compte 3 salles. La salle Marie-Gilette Duchemann, outil indispensable pour les rencontres de la 3e jeunesse avec 326 mètres carrés de superficie. Sur les hauteurs Argentilles, c'est un bassin de natation de 15 mètres par 8 mètres qui sera bientôt livré, entièrement couvert et chauffé grâce à des panneaux solaires. Il accueillera tous les publics du secteur. Il s'agit d'une première réalisation d'une série de 3 dans les hauts de notre commune. On l'a vu, les équipements de proximité se développent un petit peu partout, dans tous les écarts de la ville, avec plusieurs publics concernés. On constate aussi que le Butor avait déjà sa salle de veillée. Vous avez tenu à en construire une nouvelle du côté de Vincent d'Eau. Pour quelle raison ? Parce que, tout simplement, quand il y a une veillée, on se rend compte que les gens qui connaissaient la défunte ou le défunt ne sont pas toujours là, parce qu'ils sont, je dirais, sur des positions excentrées. Quelqu'un qui est sur le secteur de Matuta, des Hauts de Vincent d'Eau, eh bien, venir sur la maison de veillée de Butor n'attire pas forcément ses connaissances, ses amis, etc. Ce sujet, désormais, est résolu, puisqu'on va aller vers la population sur Vincent d'Eau, et parce qu'à Vincent d'Eau, il y a une église et un cimetière. Des équipements et un développement qui semblent satisfaire la population. Vous avez certainement vu la série Angle de vue, Angle de vie qui a marqué cette année et enregistré des audiences importantes, notamment sur les réseaux sociaux. C'était une immersion dans les quartiers de la ville. Et on peut dire que les habitants sont fiers et heureux de vivre à Saint-Joseph. On écoute d'ailleurs quelques-unes de leurs réactions enregistrées tout au long de cette année. J'ai fait plus de 10 ans sur Vincent d'Eau et je voulais plus remonter. J'ai dit oh non, moi je remonte plus sur la crête. Et du coup, après une fois que j'ai remis les pieds, je vous assure, je quitterai rien pour la crête. Les climats, les gens sont sympathiques, ça fait longtemps, ça fait 32 ans que je suis ici. Ça a toujours été sympathique à la plaine des Grecs. Je ne regrette pas mon choix d'avoir quitté le littoral pour m'installer sur Bézave. Donc nous jouer dans la terre et là, elle a bien amélioré depuis. Très très bien. Elle est tranquille.
et les gens aimables, les biens de vivre à Carrosse. C'est un super quartier, franchement, mais je changerai pour aucune place parce que nous sommes très tranquilles ici et c'est un petit lieu magnifique. Comment est-ce que vous réagissez en entendant ces témoignages? On a un petit peu l'impression que finalement c'est notre population qui fait aussi la richesse de Saint-Joseph. Madieu en affaires, c'est ça qui crée la fierté d'un maire. La récompense d'un engagement avec les militants, les élus que nous avons autour de nous, c'est parce que nous voyons que notre engagement servait à quelque chose. Que ce que l'on projetait hier a justement fait ça. Et c'est bien de faire des opérations de logement, mais notre but c'est de faire habiter. Pour faire habiter, il faut développer le cadre de vie. On a parlé des bassins d'apprentissage de natation. Ça, c'est pour apprendre les marmailles qui sont dans les écoles, à Jean-Petit, à la Crête, aux Lianes demain. Mais c'est aussi pour que les personnes d'un âge certain puissent aussi, par exemple, sur le conseil d'un médecin, mais pas que, eh bien, dans les activités des seniors, développer demain l'aquabail, l'aquagym, etc. Ça améliore le cadre de vie. Et ce qui veut dire quoi? On emmène le cadre de vie dans les quartiers. À ce moment-là, les gens vous disent on est bien où on est. On n'a pas besoin d'aller habiter au centre de la ville. On y va quand on en a vraiment besoin. Pardon. On a pu le voir durant cette série. La population est très accueillante, ce qui est très utile pour le tourisme qui a gagné en 2021 grâce notamment aux candidates à Miss France qui sont venues à Grand Gallet il y a quelques mois. Il s'est développé dans le même temps avec l'ouverture du Sentier Marron. On regarde quelques images du côté de Grand Coude. L'ouverture du Sentier Marron, 7,4 km dans une forêt préservée qui relie Grand Coude au volcan pour un dénivelé de 1000 mètres. Un parcours qui se réalise en moyenne en 5 heures. Le Sentier Marron de Grand Coude apparaît véritablement qu'un moyen de poursuivre le développement de Grand Coude entamé il y a plusieurs années maintenant. De quelle manière? C'est quoi un petit peu les enjeux pour vous? Grand Coude, c'est le bel exemple parce que c'est une population et des acteurs économiques qui se sont rassemblés pour proposer un projet. Et quand on est dans ce cadre-là, le travail des élus est assez conforté. Et il y a une chose importante, en effet, c'est qu'on n'a pas à offrir que des natures mortes. On a à offrir justement des belles images des rivières, de nos hauteurs, mais on a aussi à offrir tout simplement les images de gens qui y vivent. Un projet qui se termine, mais il y en a d'autres, 2022 qui débute, des projets déjà en route, une réflexion à horizon 2025, voire même un peu plus loin. Quelles sont vos priorités, vos projets pour notre territoire? L'aménagement tiendra toujours une place importante. Et il faut désormais faire en sorte que nous structurons bien sûr le pôle central avec justement la fin de la contournante. C'est un chantier de la région, mais nous devons faire accélérer véritablement les choses. Il y a le deuxième pôle, la ville relais, entre Vincent-d'Eau et Langevin, qui doit aussi s'opérer. Et il y a des opérations justement de structuration qui viendront, comme par exemple l'implantation de centres sociaux, délocalisation de centres médicaux, etc. Mais en même temps, il y aura aussi, donc je l'ai dit, plusieurs opérations de logement et d'habitat qui se feront, comme le Cap Austral à Langevin, le quartier de Bois-Noir, etc. Nous avons à structurer de nouveaux quartiers sur la commune. Ça vaut pour les bas, je l'ai dit, Bois-Noir et le plateau Vincent-d'Eau par exemple, dans les 5-6 ans qui viennent, mais ça vaut aussi pour les hauteurs de la commune entre les trois planèzes. Sur un plan plus régional, vous êtes depuis cette année président de l'IRT, premier vice-président de la région Réunion. Comment est-ce que vous organisez vos différents mandats? Difficilement, mais ça vient. La famille en a pris un coup, l'agenda je ne sais pas, mais il est très resserré et on profite de moins en moins des week-ends. Mais c'est une situation que quelque part on a aussi voulu. J'ai ponté un projet avec une équipe et cette aventure s'est appelée la Réunion des territoires. Il nous faut maintenant justement faire en sorte que les territoires des Hauts soient développés, ceux de toute la Réunion mais aussi ceux de Saint-Joseph. Nous voulons qu'à côté de la ville qui soit l'armature urbaine, qu'il y ait désormais aussi un axe important du schéma d'aménagement régional qui soit justement la mise en route de la ruralité. Je disais, une ouverture sur le plan régional, mais on l'a vu tout au long de cet entretien, les Saint-Joséphois restent dans votre cœur. Qu'avez-vous envie de leur dire en ce début d'année 2022? Que depuis 2020, il y a un bel espoir qui s'est dégagé avec une équipe nouvelle puisque nous avons été élus et formidablement élus par la population. Cependant, dès le lendemain, nous avons eu donc un confinement, une crise sanitaire qui a démarré. Le but n'est pas d'aller se cacher, mais de sortir véritablement dans le respect des règles sanitaires et de vouloir plus que jamais aimer sa ville et développer sa ville. Donc je souhaite à la population de Saint-Joseph, donc pour l'année 2022, une bonne santé, de nourrir, je dirais, des rêves pour l'avenir et de faire en sorte que justement ces rêves puissent se concrétiser, se réaliser.
Merci Patrick Le Breton pour cet entretien inédit. Merci aux équipes qui ont contribué à la réalisation de ce format exceptionnel. Enfin, merci au public présent et à vous d'avoir suivi ce rendez-vous annuel. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022.